No sé por qué he decidido hablar en francés. Disculpen. Mes chers camarades, c'est un bonheur pour moi de me trouver aujourd'hui au milieu de vous. La révolution du 25 avril de 1974 n'a pas été seulement un événement portugais. Ce fut un événement européen qui bouleversa les consciences, motiva des engagements politiques, le mien, celui d'autres, et proposa une rupture avec l'ordre alors accepté par l'Europe tout entière. C'était une double rupture. D'abord avec le partage de l'Europe. Il y avait une zone socialiste, dirigée par l'URSS, et une zone capitaliste, surveillée par les États-Unis d'Amérique. Il ne pouvait pas être question que les Portugais aient l'intention de faire quoi que ce soit qui n'entre pas dans ce partage, et pourtant, les Portugais l'ont fait. Et une deuxième rupture, c'est que l'Union européenne, qui était alors déjà en construction, avait accepté pendant 40 ans qu'à côté des démocraties subsistent deux régimes politiques fascistes, celui de Franco et celui de Salazar. Ils l'ont accepté, ils l'ont laissé continuer à leur porte sans rien faire. Au Portugal, c'est le peuple qui a donné la leçon essentielle. Il est inutile d'espérer que les puissants vous accordent quoi que ce soit, fût-ce la liberté, si vous ne la leur arrachez pas. Au Portugal, c'est la révolution qui a réglé la question du fascisme. Au Portugal, c'est l'intervention populaire qui a fixé dans la Constitution un horizon commun à toute la société. On disait alors le socialisme, c'est-à-dire une société au service des êtres humains plutôt qu'au service du capital. Et aujourd'hui, nous dirions une société au service de l'harmonie avec la nature, dont les êtres humains sont une composante, plutôt qu'au service du capital. La révolution portugaise, en ce sens, porte un message qui est toujours dans l'actualité, et peut-être plus maintenant que jamais. De nouveau, il y a en Europe un ordre établi, et il est interdit d'y toucher. À vous, madame. De novo, há na Europa uma ordem estabelecida e é proibido tocar-lhe, é proibido mexer nela. Monsieur Juncker, le président de la Commission, qui est le symbole de la voyoucratie européenne qui vole les impôts des autres États, organisateur général de la fraude fiscale légale, a déclaré qu'il n'y avait pas de démocratie possible en dehors des traités européens. Et nous pensons qu'il n'y a pas de démocratie possible dans les traités européens. Rien n'est supérieur à l'exigence populaire. Rien n'est supérieur aux demandes ordinaires de la société pour vivre une vie digne, normale, avec des services de santé qui fonctionnent, de l'éducation qui marche, des transports publics qui existent. Bref, il n'y a pas d'Europe ni de société possible qui se passe de la vie quotidienne des êtres humains qui composent la société. Et pourtant, c'est ce qu'affirment les eurocrates. Ils disent que seul leur ordre politique est possible. Mais comme cela est contraire
fondamentalement à la nature des choses, alors l'Europe se disloque. Parce qu'on ne peut pas tenir de force des peuples aussi nombreux que les nôtres. 450 millions de personnes enfermées dans une situation irrespirable. Alors l'ordre politique européen se disloque. C'est le Brexit. C'est 6 mois de crise gouvernementale en Allemagne pour trouver un gouvernement. 5 mois en Espagne. Vous vous rendez compte? Les Portugais, vous faites presque figure de Prussiens. Nous avons une crise politique dans tout l'Est de l'Europe, où des partis d'extrême droite dirigent les sociétés. Et puis nous avons maintenant M. Macron. À l'heure à laquelle je suis en train de vous parler, il est en train de terminer un de ses interminables discours auquel il nous a habitués, après s'être moqué si souvent de Fidel Castro et de Chavez, qui parlaient en effet eux aussi très longuement, mais je voudrais signaler que eux avaient du talent. Ils parlent et ils parlent. Nous en sommes à la 23e semaine de insurrection citoyenne en France, avec le mouvement des Gilets jaunes. 23 semaines. Il n'existe pas de mouvement social en Europe qui ait duré autant de temps, avec une volonté politique aussi implacable. Et je suis obligé de vous dire que dans ce contexte, la société française cherche son point d'équilibre. Elle ne l'a pas trouvé. L'élection présidentielle a balayé l'ancien ordre politique. Mais elle n'a pas permis qu'un nouvel ordre politique émerge, parce que M. Macron a été en quelque sorte un imposteur. Il s'est présenté comme une nouveauté alors qu'il se préparait à appliquer un programme qui était la continuation aggravée de tous ceux dont les gens ne voulaient plus, c'est-à-dire une politique libérale, c'est-à-dire les combines entre bons copains et une agressivité totale à l'égard de l'initiative populaire. La France est donc entrée dans une crise politique et le discours que tient aujourd'hui même, à cet instant, M. Macron, ne permettra pas à la France de sortir de cette crise. Alors, notre tour est venu. Notre tour, cela signifie le moment politique des gens raisonnables. Nous sommes des gens raisonnables. Nous demandons qu'on arrête le saccage de la nature. Est-ce qu'il y a une position politique plus raisonnable que celle-ci? Celle qui est mise en œuvre est absurde. C'est la continuation sans limite du saccage. Nous sommes des gens raisonnables parce que nous demandons que pour l'essentiel, les moyens dont dispose la société soient affectés aux tâches élémentaires de la santé, de l'éducation, du travail dans des conditions dignes qui ne tuent pas ceux qui travaillent. Nous sommes des gens raisonnables. Ce qui est appliqué n'est pas raisonnable. Et c'est pourquoi je dis notre heure est venue. Parce qu'au bout du compte, ce que veut le peuple, c'est cette politique raisonnable. Il ne veut pas de cet imaginaire absurde que, par exemple, M. Macron a proposé à la jeunesse de mon pays en lui disant « Je souhaite que les jeunes gens rêvent d'être milliardaires. » Être milliardaire est une obscénité. Ce n'est pas un comportement digne et moral. Ce n'est pas un comportement responsable à l'égard de la société. L'enrichissement sans fin n'est pas un objectif, ni personnel, ni collectif. Ce qui est un objectif personnel et collectif, c'est la vertu. Je voudrais saluer le rôle particulier de Blocko dans le moment politique que nous vivons. Blocko a été l'artisan le plus actif de la constitution de la coalition Maintenant le Peuple. Blocko a rendu possible la naissance de Maintenant le Peuple.
Sans bloco, il n'y aurait pas maintenant le peuple. Je salue le travail de ses dirigeants et de ses dirigeantes. Nous sommes certains, alors même que souvent on nous montre du doigt, en nous accusant d'être des partisans d'un repli nationaliste. Nous sommes certains que nous parlons la seule langue internationale que tous les peuples d'Europe comprennent. Droit de vivre dignement, liberté, démocratie, protection et sauvetage de l'écosystème, le seul possible avec la vie humaine. Notre langue est la langue radicalement internationale, compréhensible d'un bout à l'autre de l'Europe. Dans le moment, de nouvelles tâches se présentent avec une certaine urgence, il faut bien le dire. Je ne répéterai pas ce qui a été dit très bien avant moi sur l'urgence climatique et les tâches qui s'imposent à nous de faire changer radicalement le mode de production, la façon de produire, la façon d'échanger et la façon de consommer. Si nous voulons être de dignes héritiers de l'audace révolutionnaire du 25 avril, nous devons défier l'ordre du monde tel qu'il est, ainsi que je le décris, avec son mode de production, son mode de consommation, son mode d'échange. Mais cela a déjà été dit, par conséquent, je vais me concentrer pour finir sur deux questions pour lesquelles je veux solliciter votre attention et mobiliser vos consciences. Les démocraties en Europe sont en danger, pas seulement à cause des nationalistes et des xénophobes, elles sont en danger à cause des libéraux, plus gravement que par n'importe quelle autre formation politique aujourd'hui. En France, ma patrie, qui affiche sur tous ses bâtiments publics la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. En France, ma patrie, 22 000 personnes en 2018 ont été espionnées individuellement, dont 40% sous le soupçon d'activité terroriste. 8 000 personnes seraient suspectes de terrorisme dans mon pays. 1800 personnes ont déjà été condamnées à cause de leur participation au mouvement des Gilets jaunes. 1800 pauvres vies détruites par des jugements prononcés parfois entre 2h et 6h du matin. 20 personnes ont perdu un œil, 5 une main, une personne est morte. L'usage des forces de police se fait dans une ambiance de disproportion de l'usage de la violence qui aboutit à radicaliser tout le monde. Et vous le savez comme moi, on ne construit pas une société sur la haine des uns contre les autres. Jamais on n'aura vu, comme on voit en ce moment en France, des commentateurs de la bonne société traiter le peuple de vermine et d'autres d'abrutis ou que sais-je encore. Jamais autant qu'en ce moment en France, la politique des libéraux n'aura autant dressé une partie de la population contre l'autre et vice-versa. Les libertés sont en danger quand elles sont menacées par de telles méthodes, mais aussi quand elles sont rendues plus fragiles par la violence qui traverse toute la société. Quand les pouvoirs publics provoquent des escalades d'affrontements plutôt que de travailler à l'apaisement et à la concorde. Les libertés sont en danger, le danger vient de l'intérieur, c'est-à-dire de ceux-là même qui étaient censés protéger ces libertés et même en faire un programme politique. Les libéraux sont les principaux coupables en Europe de la décadence de nos sociétés dans la violence liberticide et anti-écologique. Premier problème. Pour achever mon propos, alors que j'ai tant de choses à vous dire,
je veux vous parler de la paix. La paix est en danger en Europe. Une incroyable mentalité guerrière s'est imposée, notamment au Parlement européen, par toute une série de textes adoptés dans l'enthousiasme belliciste habituel, toutes sortes de textes qui montrent du doigt la Russie comme un ennemi qui serait en train de s'organiser pour comploter je ne sais quoi contre nos pays. Tant et si bien que les opinions publiques finissent par trouver que la Russie serait un adversaire, comme ce fut le cas au temps de la guerre froide. En installant des batteries de missiles, antimissiles, en Pologne, les Nord-Américains et l'OTAN se comportent d'une manière agressive et leurs manœuvres peuvent à tout moment provoquer l'incident qu'ensuite plus personne ne contrôlerait. L'entrée de la Géorgie dans l'OTAN est une provocation absurde qui ne garantit aucune sécurité supplémentaire pour quelque peuple d'Europe que ce soit, mais qui menace directement la sécurité de la Russie. L'Europe doit se souvenir que la Russie est un pays européen et qu'il n'y a pas d'avenir pour le continent dans l'affrontement avec les Russes. Mais il y a un avenir pour l'Union européenne. Il y a un avenir pour les peuples d'Europe dans la coopération avec tous les peuples, quel que soit le gouvernement qui, à tel ou tel moment, dirige ces pays. La coopération est un impératif. Il faut mettre un terme à l'agressivité. Il faut mettre un terme à la présence de l'OTAN sur le continent européen où elle n'a rien à faire. Rien à faire. Le temps de la guerre froide est fini. L'OTAN n'a rien à faire. Nous sommes capables tout seuls d'organiser notre sécurité. Vous autres Portugais et nous autres Français, nous sommes des vieilles nations. Nous avons le goût et la culture de l'indépendance. Nous n'avons jamais accepté d'avoir d'autres maîtres que nos peuples. Il n'est pas acceptable par conséquent qu'en raison d'une influence disproportionnée, les gouvernements de droite allemands aient en vérité quasi colonisé toutes les institutions européennes. Le problème n'est pas que celui-ci ou celle-là soit allemand. Le problème, c'est qu'ils le soient tous, à des postes clés, qui les conduisent à exprimer une vision du monde avec laquelle nous avons non seulement des divergences profondes sur le plan social, mais sur le plan géopolitique. Nous autres, les Français, vous, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, nous avons un espace civilisationnel commun, qui est celui de la Méditerranée. Et nous ne pouvons pas accepter qu'on lui tourne le dos, qu'on fasse comme si cela n'existait pas, comme si nous n'étions pas, vous Portugais, nous Français, vous Espagnols, les Italiens, les Grecs, les co-signataires d'une alliance politique qui visait à coopérer dans le petit bassin méditerranéen avec les pays de la façade maghrébine. Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie. Ce sont des interlocuteurs normaux de nos nations. Au demeurant, dans nos pays, nous sommes très mélangés
La révolution citoyenne de l'Algérie, par exemple, parle à plus de 6 millions de Français qui ont soit la double nationalité, soit des attaches sentimentales, familiales, liées à l'histoire de ma patrie. Nous sommes donc dans un état de partenariat naturel avec les peuples de la Méditerranée. Et vous, les Portugais, vous le savez aussi bien que nous, il n'est donc pas acceptable qu'on ait dissous cette idée dans un ensemble qui a été voulu par les gouvernements de droite allemands sur l'ensemble de la sécurité de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. C'était mon dernier message. Portugais, Italiens, Espagnols doivent faire entendre mieux et plus clairement leur vue sur le monde, tel qu'il résulte de notre histoire profonde. Et nous savons que nous avons des partenaires dans l'Europe du Nord qui pensent comme nous, qui savent comme nous que l'espace européen n'est pas enfermé dans les frontières de l'Union européenne et que les coopérations qui s'imposent d'un côté avec la Russie, de l'autre côté avec la Méditerranée, sont notre futur commun, le futur de la paix, le futur du développement social, le futur de la protection de notre environnement commun. Voilà, mes chers amis, pourquoi je vous dis au revoir, le cœur gonflé d'espoir. Je salue la magnifique révolution du 25 avril. Je salue le bloco. Je souhaite de toutes mes forces que vous ayez le plus beau résultat possible, car c'est de nous que dépend le futur. Si l'un d'entre nous, quelque part, Bloco, Podemos, France Insoumise, nos camarades ailleurs, rompent la chaîne, comme nous avions d'abord cru qu'elle l'était avec la victoire de Tsipras en Grèce, le premier qui y arrive fera basculer tous les autres, comme la révolution du 25 avril a été le signal de départ de la victoire de la gauche en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Telle a été la portée immense de votre victoire. Vive notre prochaine victoire! Se dica también viva, cuando se dice viva nuestra próxima victoria, viva.